Philippe Isnard a 39 ans. Fin novembre 2010, il a fait l'objet d'une violente polémique entretenue par certains médias à propos d'un cours, d'un débat qu'il aurait organisé sur l'avortement. Philippe Isnard est notre invité. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors qu'est-ce qui s'est passé fin novembre ? Au départ, pas grand-chose. J'ai simplement, en éducation civique, juridique et sociale, organisé des débats. Ces débats, c'est mon travail. On me demande avec les élèves d'organiser des débats contradictoires en présentant le pour et le contre sur différents sujets de société. Donc au départ, je faisais simplement mon travail. Dans les classes de seconde, dans les questions au programme, il y a le droit de la famille et ses évolutions. Comme l'avortement m'a semblé être une question majeure, est une question majeure de nos sociétés, me semble-t-il, et de l'évolution du droit de la famille aussi, j'ai décidé, comme chaque année, de faire ce débat avec mes élèves, de l'organiser. Alors c'était quoi justement? C'est des sujets, un débat implique effectivement de mettre en place peut-être des sujets, comment l'avortement s'est mis en place en France. Oui, alors au niveau de la méthode, évidemment, ça suppose un débat, a priori, en tout cas je le pensais, un débat sur l'avortement, comme tout autre débat, suppose de présenter des sources contradictoires. Or, en l'occurrence, depuis des années, lorsque j'organise ce débat, l'administration veut que je fasse seulement la défense de la loi, Veil, que je fasse la promotion de l'avortement auprès des élèves, alors qu'ils ont d'ailleurs déjà cette promotion qui est faite par le planning familial, par l'infirmière, par les manuels scolaires. L'éducation nationale n'est pas neutre, elle fait l'apologie de l'avortement, le défend en permanence. Et moi, ce que je voulais, c'est pas faire ça. Mon travail, c'est de discuter des lois avec les élèves, de les amener à débattre, à avoir de l'esprit critique. Et donc, j'organise ces débats en proposant des sources variées pour avoir des approches différentes de l'avortement. Et donc, pour développer leur esprit critique, leur offrir un nouvel angle d'attaque, en fait. Alors, ces élèves, ce sont des collégiens ou des lycéens? Alors, ce sont des lycéens, et ils ont donc environ 16 ans, voire plus, s'ils ont redoublé. Puis, il y a aussi une classe de première, donc ils peuvent avoir entre 15, 16, 18 ans, même. J'ai des élèves majeurs, éventuellement, parmi mes effectifs. Donc, c'est des sujets qu'ils peuvent aborder, puisque l'éducation nationale, en général, considère qu'on peut leur parler d'avortement, puisqu'il est possible d'obtenir des RU 486 sans l'avis des parents, par exemple. Ah oui, bon, les procédures d'avortement sont permises bien avant, dès qu'ils sont au collège. Donc des collégiennes peuvent avorter et utiliser les différentes procédures, soit chimiques, soit avortement en clinique ou hôpital. Et les lycéennes, évidemment, ont accès à ces procédures d'avortement. Il m'a semblé donc logique que, puisqu'elles peuvent utiliser ces procédures, elles sachent un peu mieux ce dont il s'agit, pour justement avoir un vrai choix éclairé sur la question et ne pas prendre ce genre de décision à la légère. Alors je crois que c'est un point capital. Le planning, mais aussi la cellule d'action psychologique au lycée est intervenue pour présenter aux lycéens l'avortement comme un acte anodin. Alors ça, c'est après la polémique. On va revenir un peu, si vous voulez. Après et avant, parce qu'en fait, je voulais préciser ce point, c'est que devant tous les lycéens de France, le planning familial intervient librement. C'est la seule association qui peut intervenir sur ces sujets. Et c'est de notoriété publique que le planning familial fait la promotion de l'avortement, y compris d'avortements illégaux, puisque le planning organise le départ de jeunes femmes vers l'étranger pour avorter à des délais qui sont interdits en France. Autrement dit, le planning familial ne respecte pas la loi, et s'en vante d'ailleurs, et peut pourtant intervenir dans les lycées français. Par contre, aucune association pro-vie ne peut intervenir. Il n'y a donc pas de débat sur cette question. On est dans une sorte de tabou de la part de l'État. Alors, on revient à l'histoire. Vous êtes au mois d'octobre. Au mois d'octobre, dans des classes de seconde, première, vous organisez donc un débat sur ce sujet délicat de l'avortement. Oui, et donc ça se passe en fait comme les autres années, et très très bien, d'une manière générale avec les élèves, si ce n'est qu'un élève, poussé par ses parents, a refusé de voir le film, ce que je lui ai permis d'ailleurs, mais ce qui est peut-être plus inquiétant, refusé aussi de participer au débat. Bon, c'est son droit, pour moi, il n'y avait pas de problème, si ce n'est que je suspectais de la part des parents beaucoup d'hostilité. Il s'est avéré qu'en fait ses parents étaient enseignants, très anti-catholiques, et que ce sont eux ensuite qui ont organisé une dénonciation, puis une pétition auprès des autorités. Alors c'est très important, c'est que quand vous organisez le débat, bien sûr il y a les films No Need to Argue, Devient un homme, mais il y a aussi le texte de loi, de la loi Veil, il y a aussi les éléments qui sont généralement aussi donnés peut-être par le planning familial.
Oui, de toute façon, le planning étant intervenu dans les classes, ils avaient déjà eu, on pourrait dire, un discours faisant la promotion de l'avortement. Moi, je n'ai pas à faire la promotion ou la condamnation de l'avortement, j'ai à organiser un débat. Donc j'avais proposé le texte de la loi Veil, qui est donc en faveur de l'avortement. J'avais, pour qu'on parte de la loi et de ses modifications, j'avais proposé le discours de Madame Veil aussi. Je précise que le débat étant annoncé à l'avance, tous les élèves avaient à venir avec des éléments pour et contre. Donc pouvaient amener toutes les sources de leur choix. D'accord. Et j'ai aussi utilisé des documentaires comme SOS Femmes en détresse, donc aussi donc des éléments pro-vie. Il y avait des éléments pro-avortement et des éléments pro-vie dans ce débat. En fait, ce qui choque l'éducation nationale, c'est que justement sur ce thème, on n'a pas le droit de débattre. Une vérité idéologique venue de l'État doit être imposée à tous les élèves. Ce débat est en fait interdit dans l'éducation nationale. Alors justement, ça vous a été dit par votre proviseur ? Le proviseur, mais plus choquant, l'inspecteur d'académie, mon inspecteur pédagogique de discipline, et même d'une certaine façon le ministre en me sanctionnant, avalise le fait qu'en France, on n'est plus dans une terre de liberté ou de démocratie. Concernant les questions bioéthiques, en fait, on n'a pas le droit de défendre autre chose que le message de l'État, qui est un message en l'occurrence mortifère, qui fait la promotion de pratiques tout à fait discutables, ou dont en tout cas on devrait pouvoir discuter. Et on ne veut pas que dans les établissements scolaires, des élèves puissent émettre des objections à l'égard des pratiques françaises en matière d'avortement, par exemple. Alors Philippe Isner, vous avez le courage de mettre en place ce débat dans ces classes de seconde et de première. C'est au mois d'octobre. Et qu'est-ce qui arrive fin novembre ? Alors, dans le courant du mois de novembre, je vois évidemment l'administration envoyer, à ma grande surprise, un courrier à tous les parents. Le but évident de ce courrier était de me salir, de salir mon honneur et de préparer une procédure disciplinaire. En envoyant ce courrier à tous les parents, je pense que l'Éducation nationale souhaitait avoir des dénonciations. Par ailleurs, les autorités ont laissé circuler une pétition non seulement distribuée à tous les parents d'élèves de mes classes, mais également aux enseignants et en dehors même, on peut dire, tout le bassin de Manosque. Et ce qui est assez hallucinant quand j'ai consulté mon dossier, c'est que malgré cette intense mobilisation de l'organisation Pro-Choix, des associations de parents d'élèves, des syndicats et de l'administration elle-même, malgré toutes ces forces liguées contre ce débat, en fait, en tout et pour tout, dans le dossier, je n'ai retrouvé que quelques signatures anonymes de parents de mes classes, apparemment 5 ou 6. Et encore, elles sont anonymées, donc j'ai pas pu vérifier que c'était vraiment des parents de mes classes. Et sinon, quelques enseignants et un directeur d'école ont signé, en tout une dizaine de personnes. Autrement dit, sur un bassin de population de 30 000 habitants, sur les centaines de parents d'élèves qui composent les familles d'élèves que j'ai en classe, l'administration n'a quasiment rien obtenu et n'a rien dans le dossier. En fait, le dossier est vide. D'accord. Donc, au point de vue administratif, on tente quelque chose à votre rencontre, ça ne réussit pas, et après il y a un déchaînement médiatique. Comment ça s'est passé ? Alors en fait, dans la mesure où je refusais pour les années à venir, parce que le débat ayant eu lieu, par prudence, au bout d'une heure, je comptais faire un débat de 2 ou 3 heures. L'avortement, c'est une question difficile, douloureuse, il y a beaucoup d'arguments à évoquer. Je pensais que 2 ou 3 heures pour un débat, c'était le minimum. Mais l'administration ayant fait des menaces très claires, j'avais décidé de réduire ce débat à 1 heure. Donc le problème ne se posait plus cette année. Mais il fallait quand même se venger d'un professeur qui avait eu l'audace de faire ce type de débat. En fait, j'ai été dénoncé à l'organisation Pro-Choix, qui a fait un article le 16 novembre. L'organisation Pro-Choix a envoyé ensuite à tous les médias, via l'AFP, sa propre version des faits. Oui. Et ce qui est frappant, c'est que la version des faits reprise par les médias d'une part, et par l'administration d'autre part, est celle d'une organisation qui n'est pas neutre, qui est l'organisation Pro-Choix. Et sans aucune vérification, sans me consulter, sans consulter mes élèves et ce qu'ils pourraient en penser, on a décidé de me sanctionner et de me faire subir une procédure disciplinaire qui est en cours aujourd'hui. Bon, la sanction elle est connue, j'ai été suspendu, et il y a aussi cette procédure disciplinaire. Ce qui est frappant dans un État démocratique, c'est qu'on puisse prendre une sanction aussi lourde, salir un homme, sa réputation, sans même avoir entendu sa défense, avoir entendu ce qu'il avait à dire. Alors ce qui est très aussi intéressant, c'est que justement à travers ce lynchage entre guillemets médiatique, vous avez eu un reportage de France 3 qui est très éloquent. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Oui, d'une manière générale, les reportages étaient hallucinants. Alors celui de France 3 Méditerranée, c'est la perle, puisque lorsque je visionne ces reportages sur Internet, et ils sont encore accessibles,
le journaliste interroge 2 élèves. Ces élèves, je ne les ai pas vus, ils n'appartiennent pas à mes classes. Et donc, j'ai écrit une lettre en recommandé à France 3 pour protester. Et leur réponse est qu'ils me refusent précisément tout droit de réponse. Alors, on interviewe 2 élèves qui salissent votre réputation et qui disent que ce cours était inadmissible. Et ce ne sont pas vos élèves. Et ce ne sont pas mes élèves, ils n'ont pas pu assister à mon cours, ils ont au maximum pu en entendre parler s'il s'agit d'élèves du lycée, mais je ne les ai pas en classe, je ne les ai jamais vus, notamment une demoiselle qui intervient et qui dit qu'en cours j'aurais dit que j'étais contre l'avortement. Et je ne l'ai jamais eu en cours, donc elle se prononce sur quelque chose qu'elle n'a pas vu. Donc ça se passe en France avec un média démocratique. Oui, et national, étatique même, ouais. Et c'est d'autant plus choquant. C'est un peu comme pour les pétitions où on voit des parents, des professeurs qui n'ont pas assisté à mes cours signer une pétition pour en dénoncer le contenu. Donc ils dénoncent le contenu de quelque chose auquel ils n'ont pas assisté. Finalement, qui a assisté à ces cours? Les élèves. Et ce qui est assez amusant, c'est que dans le dossier du rectorat, je l'ai consulté, il n'y a aucun témoignage d'élèves. Par contre, j'ai des témoignages d'élèves, moi, qui ont pris position en ma faveur. Et les seuls témoins de ces cours n'ont pas protesté. L'administration, de ce point de vue, n'a rien dans le dossier. Alors, ils ont protesté. Une classe entière a protesté contre ce qui m'arrivait et l'a perçu en votre faveur. Et en ma faveur en signant une pétition unanime. Quant aux autres classes, de très nombreux élèves ont pris ma défense, même devant la cellule de soutien psychologique qui était venue pour rétablir la vérité de l'État et le dogme de l'avortement. Alors, vous avez présenté un film qui est très difficile à voir, parce qu'avec beaucoup d'émotion, quand on voit ces images, ça fait mal. C'est le film No Need to Argue, mais on dit que finalement, ce film présente des méthodes d'avortement qui n'ont pas lieu en France. Est-ce vrai ? Alors, partiellement, ce film fait un inventaire des différentes méthodes dans le monde utilisées en matière d'avortement et utilisées aussi en Europe. Il y a des procédures tardives présentées, comme l'avortement par injection de poison, de méthode saline, dite saline par exemple. Ces méthodes sont des méthodes tardives, mais on présente aussi dans le film la méthode par aspiration. La méthode par aspiration, c'est celle qui est utilisée en France, et elle est présentée dans le documentaire No Need to Argue. On voit d'ailleurs de nombreuses, malheureusement, images de fœtus âgés de moins de 12 semaines, et ces procédures-là sont bien des procédures françaises. D'ailleurs, j'ai trouvé sur Internet, je ne l'ai pas utilisé avec les élèves, des documentaires qui présentent la procédure par aspiration, ou plutôt ses résultats sordides. Et quand on regarde des avortements à 12 semaines, c'est tout aussi difficile à visionner que les autres procédures décrites dans No Need to Argue. En fait, la procédure par aspiration française est tout aussi barbare que celle utilisée chez nos voisins. Donc la procédure française est donc présentée dans No Need to Argue. Mais par ailleurs, chez nos voisins hollandais, espagnols, anglais, on peut avorter à un délai beaucoup plus tardif qu'en France. Or, le planning familial se vante d'organiser des filières à l'étranger, milite, y compris dans les lycées, pour une extension de la loi et du délai d'avortement. Et de toute façon, des femmes vont à l'étranger avorter, Espagne, Angleterre, avec le soutien du planning familial. Comme on vit dans un cadre européen, avec des lois qui ont tendance à s'harmoniser, je pensais qu'il était intéressant pour les élèves de connaître les procédures utilisées chez nos voisins directs. Et elles sont présentées dans No Need to Argue. Donc en clair, No Need to Argue n'est pas hors sujet, puisqu'on présente les méthodes d'avortement utilisées en Europe et en France, en fait. Il était donc légitime de les présenter, puisque je rappelle que les élèves peuvent utiliser ces procédures d'avortement, en particulier françaises, mais également européennes. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que le déchaînement dont vous faites l'objet, à votre insu, donc puisque vous n'étiez pas présent d'ailleurs lors du déchaînement médiatique, est-ce que ça ne reflète pas aussi un malaise de notre société vis-à-vis de toutes ces lois sur la vie ? Oui, je pense que tout ce déchaînement, c'est parce que j'ai cherché à lever un tabou, à réinstaurer un débat sur un sujet extrêmement grave que l'on veut présenter à la population et aux élèves comme anodin. En fait, l'avortement est présenté par l'Éducation nationale comme un droit, comme un progrès, et on ne veut absolument pas que des arguments, y compris scientifiques, soient présentés pour faire la vérité sur ce qu'est le crime de l'avortement, en fait. Et ce qui est frappant, c'est que l'Éducation nationale est obscurantiste. Elle nie la science, elle nie les progrès de la science. Elle ne veut pas que les élèves sachent qu'à 12 semaines, un fœtus a un cœur qui bat, qu'il a des terminaisons nerveuses, qu'il ressent la douleur.
qu'il a peur aussi. Il y a un avortement par aspiration, le rythme cardiaque du fœtus s'accélère, il a peur, il sait sans doute qu'il va mourir. Et tous ces acquis de la science, l'éducation nationale refuse que cela soit présenté aux élèves. Elle est donc obscurantiste. À cet égard, j'ai trouvé dans mon dossier, quand je l'ai consulté, quelque chose d'étonnant. La cellule d'action psychologique est intervenue massivement auprès de mes élèves et en disant que j'avais menti, en présentant le stérilet comme une méthode qui pouvait être abortive. Or, c'est le cas. Le stérilet occasionne une inflammation de la paroi utérine qui entraîne la destruction de l'embryon. On est donc dans une méthode abortive sur le plan scientifique. Et cette méthode, ils sont intervenus auprès des élèves en disant que j'avais menti et que c'était une méthode contraceptive et que donc le professeur d'histoire était un menteur. En l'occurrence, les menteurs, ce sont eux. Ils nient la science et une évidence, c'est que le stérilet est une méthode essentiellement abortive. Alors, parmi les mensonges, ça peut être aussi intéressant de voir que en France, particulièrement en France, aborder ces sujets, c'est très difficile. On n'a pas le droit de parler, évidemment, et une omerta sur le sujet de l'avortement, alors que dans d'autres pays, même européens, on pense aux États-Unis, puisque même les candidats aux élections parlent de l'avortement, il y a les pro-vie, il y a les pro-avortement, et finalement en France, c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder. Comment expliquez-vous cela ? C'est grandement lié, je pense, à un climat totalitaire dans cette matière. Je crois que la loi Veil, elle a été sacralisée, une sorte d'inversion des valeurs. On sacralise ce qui est en fait un crime. Et cette sacralisation de la loi Veil fait qu'on ne peut plus la remettre en cause. Elle est un dogme à laquelle la population doit adhérer. Et à cet égard, j'ai eu des témoignages très émouvants qui n'ont pas été joints dans mon dossier. Et pourtant, je sais que de nombreux enseignants ont écrit au rectorat et m'en ont fait copie de ces courriers pour protester contre le sort qui m'était fait. Pourquoi ? Parce que eux aussi ressentent que dans l'éducation nationale, il y a un climat totalitaire sur les questions de bioéthique, sur les questions qui concernent la vie, et sur la question de l'avortement, donc et aussi de la contraception. Beaucoup d'enseignants qui étaient certes catholiques, mais d'autres étaient musulmans ou protestants, et avaient un peu le même angle d'attaque, c'est-à-dire qu'ils estiment que dans l'éducation nationale, on ne peut avoir de débat démocratique sur cette question, et seuls ont le droit de parler ceux qui défendent l'idéologie de l'État. Et ils m'ont félicité parce qu'ils m'ont dit qu'eux avaient dû renoncer à des débats, en ECJS par exemple. J'ai des collègues d'histoire qui me disent avoir eu des pressions terribles de l'administration. Alors je les comprends, j'ai connu les mêmes pressions, sauf qu'à un moment donné, moi j'ai dit stop, vos pressions, j'en ai rien à faire, ce débat peut exister, il existera, avec ou sans votre accord. Bon, mes collègues, parfois, et ça se comprend, pour préserver leur carrière, leur famille, ont choisi de reculer face aux pressions. Moi, pour une raison que j'ignore, à un moment donné, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Mais c'est le destin qui l'a voulu. Bon, évidemment, maintenant, j'en paie peut-être un peu le prix. Alors justement, Philippe Pissner, vous avez été suspendu 4 mois. Vous avez reçu des soutiens, on va dire, de manière privée. Est-ce que vous avez reçu aussi, par Internet, peut-être, tout un tas de soutiens particuliers ? Oui, j'ai des centaines de mails de soutien venus de tous horizons. J'ai même des personnes athées qui m'écrivent et qui me disent « Mais ce qui vous arrive est scandaleux, on peut débattre de la loi Veil, je ne suis pas de votre avis, je suis plutôt en faveur de la loi Veil, mais ce qui vous arrive est inadmissible parce que dans une démocratie, on doit pouvoir aborder ces sujets. » Et j'ai des femmes qui m'écrivent pour me dire ça, et finalement je suis assez touché parce que même si on n'a pas nécessairement les mêmes convictions, je vois que dans ce débat il y a aussi un enjeu c'est notre démocratie qui est en jeu. Si dans un pays on ne peut plus débattre d'un sujet, que ça devient interdit, c'est évident que là on est dans un état totalitaire, une dictature, plus dans une démocratie. Et vous avez parlé de nos voisins anglo-saxons en Angleterre, dans certains établissements scolaires, côte à côte presque, enfin pas en même temps certes, ça créerait des tensions, mais le planning familial et les organisations pro-vie peuvent présenter leur approche de l'avortement, donc des approches très différentes, mais au moins la jeunesse peut se faire sa propre idée. En France, non, seule la vérité de l'État doit être enseignée, et en l'occurrence, on l'a vu tout à l'heure, cette vérité est un mensonge en général. On va mentir sur l'avortement pour en masquer les réalités, on va mentir sur les méthodes de contraception, ou présenter comme telles, pour en masquer les caractéristiques abortives. Donc, justement, en éducation civique, juridique et sociale, puisque vous organisez d'autres débats, or on vous a envoyé que pour l'avortement, votre position était uniquement de défendre la loi. Or, si vous parlez peut-être d'environnement, bien sûr, vous présentez aussi des choses qui vont au-delà de la loi. Mais en plus, on me demande en fait de discuter des lois, ce qui veut dire faire preuve d'esprit critique, ce qui veut dire que les élèves ont le droit de défendre une loi s'ils la trouvent positive, d'émettre des nuances, des remarques ou même des critiques s'ils la trouvent négative. Ça ne choquera pas l'éducation nationale qu'un élève défende l'usage libre du cannabis.
Par contre, ça serait choquant qu'un élève ou un professeur puisse présenter des arguments nuançant l'avortement et mettant des réserves. On n'a même pas le droit de parler, par exemple, du traumatisme que ça peut occasionner pour des millions de femmes qui ont souffert après un avortement, qui peuvent être très malheureuses après en avoir subi un. On n'a même pas le droit de dire qu'il faudrait peut-être envisager d'aider les femmes en difficulté, leur proposer un vrai choix. Même ce discours-là nuancé, très modéré, en faveur de la vie, ne peut pas être tenu. Et on veut que soit proposé une seule chose aux jeunes femmes enceintes, c'est-à-dire un avortement. Et ça, c'est pas un vrai choix. Le choix consisterait à fournir plusieurs pistes à la jeunesse et pour que les jeunes puissent choisir librement. Donc organiser des débats sur l'avortement, c'est très risqué en France. Philippe Isnard en paye les pots cassés. Vous avez été suspendu 4 mois. Et qu'est-ce qui va arriver au bout de ces 4 mois ? À mon avis, le projet initial de l'administration, ce qu'elle espérait, c'est que j'adopterais un profil bas et qu'on me licencierait dans la plus grande discrétion. Je pense qu'au contraire, cette affaire est devenue un débat public, un enjeu national même, parce qu'il y va de notre liberté à tous. Si j'en juge par les centaines de mails que j'ai reçus, alors que peu de gens connaissent ma version des faits, je pense que si la population connaissait la vérité sur cette affaire et sur les manipulations des médias, j'aurais des dizaines de milliers de mails de soutien. Et donc je pense qu'il y a là un enjeu de liberté publique. Nos droits fondamentaux sont en cause dans cette affaire. Et je rappelle que dans les établissements scolaires, il y a des élèves musulmans, chrétiens, juifs ou même athées, mais qui peuvent être hostiles à l'avortement. C'est leur droit, c'est le droit aussi de leurs parents. Ces élèves-là, enfin leurs parents plus exactement, payent des impôts. Ces élèves ont donc le droit d'être présents dans les établissements scolaires publics, puisqu'ils les financent. Alors pourquoi est-ce que ces élèves ne sont pas respectés ? Monsieur Châtel me dit que je dois respecter les élèves qui sont pour l'avortement. Très bien, c'est ce que j'ai toujours fait. Ils ont toujours pu s'exprimer. Je respecte tous mes élèves de la même manière. Mais par contre, pourquoi l'éducation nationale ne respecte-t-elle pas les élèves qui pourraient être en faveur de la vie et hostiles à l'avortement ? Leur opinion aussi a le droit d'exister. Et c'est un peu ça qui est en jeu ici, la liberté d'opinion en fait. Il y a un délit aujourd'hui pro-vie. Si quelqu'un est pro-vie ou contre l'avortement, il devient un criminel. Et ce criminel, au minimum, doit être pour l'instant licencié. C'est ce qui est projeté par l'éducation nationale. Par contre, à moi de me battre, et je me battrai jusqu'au bout, pour éviter cette sanction, faire échouer cette sanction, et rester en poste, parce que j'y vois aussi un enjeu de liberté. Alors, chers amis, si vous voulez aider Philippe Isnard dans ce combat pour la vie, il y a certainement un moyen de lui envoyer un mail ou une lettre de soutien. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? À mon avis, le plus efficace, encore que ce qui m'a étonné, c'est qu'apparemment, c'est pas reporté dans mon dossier, mais c'est d'écrire au rectorat et de m'en envoyer copie. Car le rectorat, comme ça j'aurai les preuves que les gens ont effectivement écrit au rectorat, et donc on peut m'envoyer copie de la lettre sur mon adresse internet que je vais vous donner, et envoyer la lettre au rectorat. Attention, d'ailleurs c'est Madame Bourras qui gère mon dossier, B-O-U-R-A-S. Au rectorat de quelle ville ? Au rectorat d'Aix-Marseille, donc place Lucien Paye. Et là, 13 500. 13 100, je crois, à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, très bien. Et parce que j'ai constaté dans mon dossier que lorsque un professeur écrit et qui n'a pas d'élèves dans mes classes, on joint son courrier de protestation, donc on instruit ce dossier à charge. Et par contre, apparemment, les lettres de soutien ne figurent pas dans mon dossier. Une manière bien curieuse dans une démocratie d'instruire une procédure. Et c'est pour ça que j'invite les gens à écrire massivement au rectorat, mais à m'en tenir copie, sans quoi je crains que l'administration... Alors justement, la copie, c'est quel mail ? Ah oui, donc Aliénor, sans accent. Aliénor, oui. 30, @gmail.com. Aliénor 30, tout collé, pas de point, @gmail.com. Voilà. Philippe Isnard, merci pour votre témoignage. Et j'invite donc chacun qui adhère à cette position et qui croit en la valeur de la vie dès la conception à le soutenir en écrivant et en faisant un soutien. Merci, à bientôt.